Bonjour à tous, bien qu'elle passe plutôt inaperçue, cette information est de taille. Les États-Unis commencent à rapatrier l'essentiel de leurs troupes stationnées à l'étranger aux États-Unis. En gros, les États-Unis commencent à renoncer à leur rôle de gendarme de la planète. Et une minute, on fait de la géopolitique maintenant. Pour la peine, c'est une information capitale pour qui s'intéresse un minimum à l'économie mondiale. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis ont basé leur domination mondiale sur deux axes. Une surpuissance militaire et le dollar. L'économie n'est qu'une variable, n'est qu'une déclinaison de cette stratégie d'ensemble. Alors oui, ce qui est en train de se décider en ce moment et ce qui est en train de se passer sous nos yeux est une information capitale historique qui va changer bien des choses dans les équilibres mondiaux. C'est vrai que j'ai souvent entendu parler du lien entre l'armée et l'économie, mais j'ai jamais vraiment compris le truc. Parce que globalement, les États-Unis, ils ont jamais menacé d'envahir la France ou de bombarder Paris si on leur achetait pas des bibelots. Pour bien comprendre le lien fondamental qu'il y a entre puissance militaire et puissance économique, je fais appel à la loi Audiard qui dit la chose suivante. Lorsqu'un gars de 120 kg parle à un gars de 60, le gars de 60 l'écoute. Prenons le cas du Japon par exemple. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, il fait partie des pays vaincus et en conséquence de sa défaite, il est forcé à renoncer à disposer d'une armée offensive. Et il se trouve que, en lieu et place de son armée, ce sont les Américains qui installent des forces américaines sur le territoire japonais pour assurer sa défense et une stabilité dans la zone. Et c'est vrai que globalement, si on avait laissé le Japon avec une interdiction d'avoir une armée au beau milieu de l'Asie, on aurait pu s'attendre à quelques problèmes. Bien, ceci étant posé, imaginez à quoi peut ressembler une négociation commerciale entre les États-Unis d'un côté et le Japon de l'autre. Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Vu comme ça, c'est vrai que lorsque ton pays est défendu par une armée étrangère présente sur ton sol, tu dois quand même ressentir une amicale pression venant de l'étranger dans les discussions, quoi. D'accord, mais les US n'ont pas des troupes dans tous les pays du monde non plus. Oui, c'est pas complètement faux, mais remarquons quand même que des bases militaires, ils en ont dans un sacré paquet de pays. Notamment l'Europe, par exemple, qui dépend complètement de la couverture militaire américaine. Bon, pas tout à fait complètement, mais Trump ne manque pas de nous faire remarquer en ce moment que toute cette armée américaine pour protéger l'Europe, ça coûte un pognon de dingue, comme dirait notre président Macron. Donc gardons bien à l'esprit que quand on dit que les États-Unis sont le gendarme du monde, c'est bien que quel que soit l'endroit où vous vous embrouillez sur la planète, soit vous aurez des bases militaires pas très loin, ou alors vous aurez un océan ou une mer pas très loin, dans laquelle il y aura très probablement un porte-avions américain avec tout plein de petits bateaux qui l'accompagnent, plus quelques sous-marins. Donc la présence militaire américaine a la capacité par les mers et les océans d'être complètement mobile et complètement impressionnante et dissuasive. Et c'était bien ça la stratégie militaire américaine depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, être présent partout sur Terre. Donc être en bon terme avec les États-Unis et commercer avec les États-Unis, être un partenaire précieux pour les Américains, eh ben c'est s'offrir quelque part une certaine protection militaire parce que vous savez très bien que si l'on vous attaque, eh bien les États-Unis se sentiront attaqués à travers vous puisque vous êtes un partenaire commercial régulier. Et c'est comme ça que l'Arabie Saoudite finit par demander à être payée en dollars lorsqu'elle vend du pétrole, et c'est aussi comme ça que l'Europe finit impuissante, parce qu'elle renonce à exercer une véritable indépendance, sachant qu'elle bénéficie d'une protection militaire américaine tout de même, etc., etc. Ça fout les jetons quand on y réfléchit, parce que ces rapports de force militaires, on se met quand même des sacrés pétoirs entre les mains pour les établir. Bon, en même temps, je me suis toujours dit que si les États-Unis étaient prêts à claquer quelques milliers de milliards régulièrement, c'est bien qu'ils avaient une stratégie pour les rentabiliser derrière, quoi. Voilà. Et cette influence est si forte que les Américains se payent même le luxe d'appliquer le droit américain en dehors de leur sol lorsque le dollar est utilisé. C'est ce qu'on appelle l'extraterritorialité. En très résumé, lorsque les banques françaises font du commerce avec l'Iran, par exemple, et que l'Iran est sous embargo américain ou sous sanctions économiques américaines, eh bien, vous avez un juge américain qui vient contacter les banques françaises pour leur dire « Messieurs, vous êtes en infraction avec les lois extraterritoriales américaines, vous nous devez X milliards de dollars. » Mais pourtant, regarde, la Chine et la Russie, ils s'opposent, ils résistent, ils n'ont pas subi le même sort que l'Irak.
Pour la Chine, les Américains savent que le morceau est un peu gros quand même, et que rentrer en conflit direct avec ce mastodonte pourrait créer des problèmes. Et puis en plus, c'est un partenaire commercial régulier. Mais n'oublions pas quand même, et malgré ça, que la pression américaine exercée sur Taïwan et sur Hong Kong a quand même été très forte. Alors oui, la Russie a un PIB qui est plus petit que celui de l'Italie, ce qui pourrait laisser penser que globalement c'est une puissance de seconde zone. Mais, n'oubliez pas que la Russie possède l'arme nucléaire, et ils en ont beaucoup, mais genre vraiment beaucoup, des centaines, voire des milliers de têtes nucléaires. Donc globalement, la Russie oppose aux États-Unis une capacité à vitrifier une partie des États-Unis assez importante pour que les États-Unis soient dissuadés de rentrer trop frontalement en conflit avec eux. Mais attention, hein, je rappelle que pendant les dernières élections, Hillary Clinton expliquait gentiment à tous ceux qui voulaient bien l'écouter que les États-Unis devraient rentrer en guerre avec la Russie. Ouah, ça laisse matière à réfléchir. Et petite parenthèse d'ailleurs, si la France possède une voix internationale aussi forte depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est bien parce que nous maîtrisons également l'arme nucléaire, ce qui nous donne une relative capacité à être plus ou moins indépendants des États-Unis. Bon, c'est très relatif, hein, surtout avec les gars qui nous gouvernent depuis quelques décennies. Mais quand même, c'est un avantage. Et du coup, qu'est-ce qui se passe de si important en ce moment alors ? À mon sens, le pivot a eu lieu avec l'élection de Donald Trump, bien évidemment, et aussi avec le conflit syrien. Lorsque Trump faisait campagne, il faut se souvenir de ce qu'il racontait. Il expliquait que la présence américaine à travers toute la planète et les guerres à l'étranger en dehors du sol américain coûtaient très très cher au pays. On parle de 1500 milliards pour les dernières guerres. Et globalement, Trump faisait le calcul suivant. Il disait, et d'une, c'est plus aussi rentable qu'avant, parce que faire des guerres coûte de plus en plus cher, et de deux, avoir un pouvoir de négociation commerciale très fort avec les pays étrangers. Ça permet d'avoir des importations très peu chères et de refourguer ses déficits, donc de rien payer pour avoir des produits qui viennent de toute la planète. Mais le problème, c'est que en faisant ça, vous massacrez votre industrie dans votre pays, puisque vos industriels se retrouvent en concurrence avec des produits pour pas cher. Du coup, bon an mal an, il se dit cette stratégie militaire nous coûte de plus en plus cher et à l'intérieur, on en subit aussi des conséquences désagréables qui deviennent de plus en plus fortes. Donc voilà, l'un dans l'autre, Trump explique qu'il valait mieux rapatrier toutes les troupes, arrêter les guerres à l'étranger et redévelopper une industrie américaine. Oui, c'est vrai que ça a l'air d'être un point de vue plutôt défendable, ma foi. Par contre, ça va rebousculer les équilibres au niveau mondial, ça risque pas de nous mettre un peu le bousin un peu partout par hasard. Il ne faut jamais oublier que Trump, au-delà de tous ses défauts, est quelqu'un de très pragmatique. Baisser les dépenses militaires et réindustrialiser les États-Unis pourrait permettre, s'il y arrive, de faire diminuer le taux de chômage et de faire de substantielles économies. La nature ayant horreur du vide, il y aura d'autres candidats qui vont se précipiter pour occuper la place, devenir le nouveau shérif en ville. La Chine deviendra très probablement la nouvelle puissance de référence pour la zone Asie. Quant à la Russie, elle pourrait retrouver une influence autour de ses frontières sur, grosso modo, l'ancienne zone du bloc soviétique, par exemple. Et pourquoi tu parlais de la Syrie tout à l'heure ? En Syrie, il s'est passé quelque chose de très important qui a très probablement conforté Trump dans ses choix. Pendant le conflit syrien, les Russes ont fait la démonstration qu'ils possédaient des missiles qui étaient capables de passer au travers des défenses d'à peu près n'importe quoi sur Terre, et y compris des défenses américaines. Et ça pose un gros problème. Sans utiliser la force nucléaire, en restant dans le champ des armes conventionnelles, la Russie pourrait couler un porte-avions américain en réponse à une provocation ou tout simplement en première frappe. Et là, ça devient compliqué pour les États-Unis parce qu'il leur reste principalement deux options. Soit ils surinvestissent rapidement et massivement dans la recherche et développement d'armes antimissiles pour contrer les missiles russes et retrouver une domination sans égale sur la technologie russe, soit ils prennent le risque d'aller dans des conflits de plus en plus durs avec des dégâts mutuels et du coup des risques d'escalade des conflits. Ah bon, parce que c'était pas le cas avant ? Beaucoup moins, parce qu'avant, si les États-Unis voulaient bombarder une usine dans un pays étranger, ou une ville, ou envahir un pays, ils pouvaient le faire sans craindre trop de dommages, et au final, ils s'en sont pas privés. Aujourd'hui, si la Russie déclare que telle ville, telle zone, tel équipement, telle industrie est protégée par l'armée russe,
eh bien si jamais les Américains tentent de la détruire, ils s'exposent à une riposte. Et cette riposte qui pourrait causer de lourds dommages, comme la perte d'une flotte complète américaine, eh bien, ça forcerait, ça obligerait les Américains à répondre d'autant plus fort et à démarrer cette fameuse escalade dont globalement personne ne veut parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'elle s'arrêterait. Eh oui, parce que s'il y a 10 ans, les Russes avaient envoyé un missile pour tenter de couler un porte-avions américain, non seulement le missile se serait fait détruire en vol, mais en plus, les États-Unis seraient revenus par la diplomatie pour traiter le problème. Donc oui, effectivement, ça doit commencer à faire pencher la balance, cette histoire. Mais du coup, c'est quoi les conséquences de tout ça? Oh là, des conséquences, il va y en avoir des tas, et je pense qu'on va y revenir régulièrement. Toutes les zones globalement seront touchées, l'Asie, le Moyen-Orient, l'Europe. Et si vous voulez déjà avoir plus d'informations sur les conséquences potentielles, vous pouvez aller sur l'Institut des Libertés et lire un excellent article de Charles Gave sur le sujet. Et si vous voulez une stratégie d'investissement qui prenne déjà en compte ces grands mouvements géopolitiques, eh bien sachez que dans ma lettre, la stratégie grand angle que je co-rédige avec Guillaume Rouvier et avec la participation de Charles Gave, nous prenons déjà en compte ces informations. Si ça vous intéresse, je vous laisse déjà commencer par télécharger le guide de l'investissement qui est gratuit et téléchargeable ici. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao! Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être notifié lorsque je publie de nouveaux épisodes. Et pour recevoir le guide des meilleures stratégies d'investissement de ceux qui ont déjà réussi, inscrivez-vous ici.